Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour une nouvelle vidéo sur les gens qui passent à l'action, sur les gens qui investissent. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir ici même, à Toulouse, un Alsacien. Il nous vient tout droit de Strasbourg, il est très connu dans le monde du blogging et de l'investissement immobilier. Je vous présente Eric. Bonjour Eric. Bonjour Golan. Alors, je vais te demander de te présenter. Donc, tu nous viens d'où? Tu as quel âge? Que fais-tu dans la vie? Et quel est ton parcours? Voilà, présente-toi aux internautes qui veulent en savoir plus. Très bien. Déjà, Golan, je voulais te dire merci pour m'inviter à Toulouse, dans ta ville. Merci à toi d'être venu depuis Strasbourg à Toulouse pour qu'on puisse échanger sur l'investissement immobilier, pour qu'on puisse vous faire partager à vous nos expériences réciproques. Ouais, donc merci beaucoup, pour moi c'est un grand honneur. Donc pour me présenter, Eric de Strasbourg, en Alsace. J'ai 44 ans, donc j'ai une famille, on est 5, donc 3 enfants. Voilà, et une de mes passions dans la vie, c'est l'immobilier. Quel hasard. Voilà, quel hasard, donc c'est un peu pour ça qu'on est là. Et d'autres passions, le voyage, la famille, passer du temps avec la famille, voilà. Ouais, très important pour avoir un bon équilibre dans ses investissements, dans ses passions. Donc, pour en revenir à l'immobilier, donc tu as 44 ans, c'est ça? C'est ça. Tu as commencé l'immobilier, à quel âge l'immobilier est rentré dans ta vie? Alors j'ai commencé vers la trentaine. Donc mon premier achat immobilier, c'était une résidence principale. Donc voilà, je crois que c'était en 2002 à l'époque. Donc je voulais... Tout simplement pour te loger? Ouais, tout simplement pour me loger. Donc un peu comme moi, il fallait que tu te loges. Exactement, donc j'ai cherché, j'ai fait plein de visites. Je savais pas exactement comment ça se passait. Donc je me souviens que bon, j'avais trouvé un bien qui m'intéressait, il était bien placé, tout ça, il me plaisait bien. Mais ça me faisait quand même peur un peu le processus d'acheter. Je me disais, est-ce que je fais pas une bêtise? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un vice caché, des problèmes? Et je me souviens que avant de l'acheter, je m'étais baladé le soir dans le quartier pour vérifier que tout allait bien en fait. Bref, moi je suis assez prudent de nature, quoi. Donc, il n'y avait pas de problème de voisinage, de tapage nocturne, voilà, de squat. Exactement. Oh, tu as eu la bonne philosophie de t'intéresser à l'investissement. Donc j'ai vérifié ça, j'ai demandé à des amis de le visiter aussi pour me donner leur avis. Donc bon, voilà, c'était positif, donc finalement j'ai acheté, voilà, j'ai acheté, j'étais très content, c'était mon premier appartement. Le premier appartement c'est toujours, ouais, on est super content. Donc une fierté, ce premier investissement, une réussite. Une fierté, une réussite, après on l'aménage à sa manière. Après il y a aussi le fait quand on fait son premier achat, on découvre le processus de ce que c'est que l'achat immobilier. Qu'est-ce que c'est que voilà, la négociation, puisque moi j'aime bien négocier, déjà à l'époque j'aimais bien négocier. Donc de nature, toi tu négocies facilement? Je négocie, ouais, je négocie tout le temps de toute façon, pour un achat immobilier je négocie tout le temps, même quand normalement il ne faut pas négocier, j'essaye quand même. Bon, d'accord. On pourra en parler tout à l'heure. C'est un point important qu'il faut souligner. Avec la négociation, moi de nature, voilà, je peux être quelqu'un, je suis assez réservé. C'est que la négociation, c'est pas quelque chose ce sera pas un automatisme chez moi, mais voilà, avec mon parcours immobilier, avec le temps, j'ai appris à négocier. La négociation, ça coûte rien. C'est quoi? C'est quelques secondes. Vous avez un prix à 100 000 € affiché. Vous faites une demande à 90 000 €. Après, plus votre négociation sera crédible par rapport à l'enveloppe que votre banquier peut vous fournir, par rapport à certains éléments, plus ce sera peut-être pris en considération par l'agent immobilier. Mais une négociation, peu importe de comment vous la justifiez, ça prend quelques secondes tout simplement. Voilà, et de toute façon, c'est juste une demande. Celui qui ne demande pas, il ne l'obtient pas. Donc, il n'aura jamais rien. Voilà, demandez et vous recevrez. Enfin, c'est une phrase biblique, mais c'est vrai. On est souvent surpris, des fois on se dit ouais mais là c'est même pas la peine que je demande, il va jamais accepter. Et tu poses la question et là tu as tout d'un coup une porte qui s'ouvre et tu dis waouh, heureusement en fait. Ouais. Et des fois on est surpris, alors c'est vrai que des fois on a un refus, voilà, le vendeur a le droit de dire non, mais des fois on se dit purée, j'ai bien fait de demander quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et là on peut avoir des belles surprises. Et comme dit, il y a vraiment plein de profils de vendeurs différents.
mais certains profils vont avoir beaucoup plus de facilité à lâcher, à baisser le prix, donc il faut demander. Oui, avec toutes les émissions maintenant qu'on peut voir à la télévision, il y a de plus en plus d'émissions d'immobilier, sur l'immobilier, sur le domaine, sur la thématique de l'immobilier qui passent à la télévision, sur le upstaging, sur la négociation. Et c'est vrai que la négociation maintenant rentre de plus en plus dans les mœurs et dans on va dire dans le langage courant de l'investissement immobilier. Donc voilà, n'ayez pas peur de négocier, il faut que ça devienne naturel tout simplement. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, là pour mon premier achat, Donc la trentaine, tu vois, 32 ans, 34 ans. Là j'avais 29, 30 ans, j'étais 30 ans, juste un petit peu avant. Premier investissement. Voilà, premier investissement. Pour te loger tout simplement. Voilà, logement, donc j'ai aussi négocié avec l'agent immobilier, du coup les frais d'agence, au passage. Et donc ça c'était le premier investissement. Et après je me suis dit, c'était en 2003, l'année après, je me suis dit tiens, bah, finalement c'est pas si compliqué de passer chez le notaire et tout ça, donc pourquoi est-ce que j'achèterais pas un petit appartement dans l'objectif de plus tard pour la retraite, d'avoir un petit complément pour la retraite. C'était ça mon idée. D'accord, donc 2003 là on est quoi? On est 1 an, 2 ans après? Un an après. Un an après, donc 2003, où je dis voilà, je vais acheter un truc, je vais faire un crédit. À l'époque on faisait des crédits plutôt sur 15 ans, donc je dis je vais faire un crédit sur 15 ans et dans 15 ans j'aurai un revenu qui tombe tout seul. D'accord. Tu repasses pour le deuxième achat, tu passes par le même organisme bancaire ou tu changes? Non, alors là tous mes premiers achats jusqu'au 8e, non, même au 9e, j'étais toujours à la même banque. Et là, récemment, je travaille avec une autre banque aussi. Ah oui, donc tu as une banque qui t'a trouvé un organisme bancaire qui t'a fidélisé pendant longtemps. Ouais, en fait, j'ai pas fait comme toi. Moi, j'ai plutôt misé sur le... comment on peut dire ça? Ouais, sur la fidélisation, sur le fait que le banquier me connaissait bien, pour pouvoir continuer à investir. En fait, si tu veux, c'était un peu une relation de confiance. J'ai fait un premier investissement qui a bien marché, j'ai fait un deuxième qui a bien marché, le troisième, quand je suis rentré dans le bureau du banquier, je lui dis voilà, j'ai un projet, il me demande c'est dans quel quartier, je lui dis c'est là, il me dit ok c'est bon, viens, on s'assied, je te fais, c'est bon quoi. Ah, oui. Donc, et le quatrième c'est pareil, donc en fait c'était beaucoup plus rapide. Une fois que vous avez gagné la confiance du banquier, voilà, à partir du moment où vous faites des opérations au moins blanches, enfin bon, après il y a des règles de calcul, le banquier il a une façon de calculer, mais si dans la tête du banquier vous êtes dans le positif, il va continuer à vous prêter. Dans une certaine mesure, bien sûr, après quand on va dans des seuils à 700 000 ou plus d'1 million d'euros, c'est autre chose, mais pour des petits appartements, si vous en achetez une dizaine, il va continuer à vous suivre tant que vous faites du positif. Donc pour en revenir à ce que tu disais, la règle de calcul, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop cette règle de calcul, c'est généralement les banquiers prennent entre 70, enfin il y a la règle des 70%. Ça peut monter jusqu'à 80% si vous avez des assurances loyer impayées. Voilà, pour être vraiment bien explicite par rapport à ça, c'est si vous présentez un futur loyer de 1000 euros le loyer, en fait le banquier il va pas retenir pour le calcul du taux d'endettement, il va pas retenir 1000 euros, il va prendre 70% de ces 1000 euros. C'est-à-dire qu'il va retenir 70% pour le calcul du taux d'endettement. C'est-à-dire qu'il va prendre 700 euros, il va considérer que vous gagnez 700 euros sur les 1000 euros voilà, de loyer. Tout à fait, voilà. Et après, il va le comparer à ce que vous payez en prêt. Et si c'est supérieur au prêt, par exemple, si vous payez 600 euros de prêt, il va considérer que vous gagnez 100 euros. Et ces 100 euros, il va les rajouter à tes revenus, en fait. Voilà, après il y a plusieurs façons de le calculer. Chaque organisme bancaire a sa propre formule. Il y en a qui sont plus avantageuses que d'autres. Mais voilà, mais retenez surtout cette règle de 70%, qui peut monter à 80% si vous avez une assurance loyer impayée, si vous avez des garanties. Voilà, après, c'est chaque organisme bancaire qui a ses propres caractéristiques et sa propre ligne de conduite par rapport à ça. Oui, tout à fait. Donc là, voilà, pour en revenir à tes investissements, on est 1 an après, tu investis dans ton deuxième bien. Donc ton premier bien, c'était un F2, non F3 tu m'as dit. Non, mon habitation principale c'était un F3. Ouais. F3, combien tu l'avais acheté ton F3? À l'époque c'était dans les 100 000 euros. 100 000 euros, et après en 2002, donc voilà. Donc tu habites toujours dans ton appartement, mais tu commences à t'intéresser à l'investissement locatif. Voilà. Et quelle est ta philosophie de vie justement de l'investissement locatif? C'est quoi ta stratégie? Les studios, les F2, grande surface, du vide, du meublé, du saisonnier? Alors, ma stratégie principale, parce que j'ai plusieurs stratégies aujourd'hui, mais ma stratégie principale,
c'est l'immobilier étudiant et en particulier les studios meublés. En fait, les studios, les petites surfaces meublées. Bon, j'ai aussi des 2 pièces, mais c'est principalement, disons, 85% de mes appartements, c'est des studios meublés que je loue à des étudiants. Alors pourquoi ta stratégie t'a amené vers des petites surfaces, studios, 2 pièces meublées? Pourquoi je suis arrivé à ce type de bien? Alors c'est simple, parce qu'au début, quand j'ai voulu investir, j'ai voulu commencer par... Enfin, moi je suis assez prudent, hein, donc je me suis dit, je ne vais pas acheter un truc énorme, je vais commencer par un petit appartement. On a le choix entre des parkings, des garages, des petits appartements, il y a plusieurs trucs, mais je me suis dit, je vais commencer par un petit appartement. Comme ça, je ne m'engage pas trop financièrement, je peux tester le truc, voir comment ça se passe, et après peut-être faire autre chose. Mais voilà, je commence petit. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par des studios. Et pourquoi étudiant? En fait, il se trouve que j'habite à Strasbourg, et Strasbourg, c'est une ville super étudiante. Et du coup, le premier vin sur lequel je suis tombé, c'était un studio étudiant. Et il y avait déjà une étudiante dedans d'ailleurs, donc c'est ce qui m'a arrangé. Je me suis dit, bon, en plus il est loué, donc ça va être facile. Donc content de ce premier investissement locatif, Oui. un studio, une étudiante. Mhm. Et en fait, c'est ce qui t'amène justement à vouloir renouveler cette expérience en continuant cette même stratégie. Exactement. Parce que cette première stratégie a été payante, Mm. donc tu n'as pas envie de changer de ton fusil d'épaule, tu n'as pas envie de t'égarer dans des choses que tu maîtrisais peut-être, que tu maîtriserais peut-être pas. Enfin, à l'époque, je ne maîtrisais pas non plus. Hein, pour dire, ce qui s'est passé, c'est que la locataire, elle est partie au bout de quelques mois. Donc bon, j'étais content, il y avait une locataire, mais elle est partie assez vite. Et après, la panique, il faut que je loue l'appartement, quoi. Ouais. Et comme je ne savais pas faire, je me dis, purée, mais est-ce que je vais réussir à louer cet appartement est-ce qu'il est louable dans cette ville étudiante? Alors, je savais pas que c'était l'engouement de l'étudiant, je ne connaissais pas à l'époque. Mais est-ce que je vais réussir à louer l'appartement? Du coup, j'ai mis des affiches partout dans les campus, partout, j'ai mis des annonces dans les journaux. À l'époque, c'était plutôt les journaux, Internet, on n'utilisait pas trop encore. Ouais. J'ai mis des annonces, mais la folie, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis autant d'annonces? Parce que j'avais des tonnes de demandes. Et du coup... rassuré, quoi. Rassuré sur ce point-là, vite rassuré, vite loué. Et après, bien loué, donc je me suis dit, purée, mais c'est pas mal ce système c'était pas du meublé, c'était de la location nue à l'époque. La location étudiante, ça marche bien. Donc je vais chercher un deuxième. Donc j'ai continué, j'ai commencé à chercher, j'ai regardé les annonces, voilà. Mais j'ai mis vachement de temps à trouver le deuxième. Hein. J'ai mis 2 ans à trouver le deuxième. D'accord, ah oui. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui était important aussi, c'est que, par rapport aux finances, c'est que ça soit au moins une opération blanche. Ouais. Tu as mis du temps, 2 ans, parce que tu ne trouvais pas le bien que tu voulais, ou tu as eu un blocage au niveau de ton organisation bancaire? Non, c'est tout simplement que je ne trouvais pas des affaires assez rentables à mes yeux. D'accord. En fait, je savais tout simplement pas comment chercher et où chercher. Donc je faisais toujours la même chose, et donc j'obtenais toujours un peu les mêmes résultats. Mais bon, j'ai quand même trouvé. À force de persévérer, discuter avec des personnes, j'ai quand même trouvé un deuxième bien qui était vide à l'époque. Je l'ai acheté vide, je l'ai loué en location nue aussi à une étudiante. Donc voilà, j'ai refait cette deuxième opération. Donc c'était encore plus rassurant parce que ça a remarché. D'accord. Du coup, j'en ai refait une troisième, et au bout de la troisième, il y a un petit truc qui s'est passé qui m'a un petit peu gêné, c'est quand je recevais mes impôts. Ah, quel problème? Le problème, c'est que, bon, à l'époque, j'étais salarié, et en fait, il faut savoir que les revenus de la location nue, ils viennent s'additionner à vos revenus vis-à-vis des impôts. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais une grosse partie de mes revenus, finalement, qui partaient en impôts. D'accord. Et ça, je ne l'avais pas calculé au départ. Donc tu ne l'avais pas pris en considération dans ton plan de financement? Voilà, je ne l'avais pas pris en considération, ou alors pas assez pris en considération. Et donc là, je me suis dit, purée, mais est-ce que mon affaire, est-ce que l'immobilier c'est rentable? Ouais, est-ce que ça vaut le coup de le faire comme ça? Parce que j'avais l'impression de gagner de l'argent et finalement... tout redonner à l'État? Ouais, pas tout, mais une grosse partie. J'étais un peu frustré, quoi. Et du coup, bon, j'étais encore en train de me poser la question. Après, j'ai fait une petite pause pendant 2-3 ans, j'ai pas acheté du tout. Et après, je me suis dit... Bon, après, j'ai eu d'autres événements qui ont... j'étais plus sur le travail, j'étais souvent en déplacement pour le travail. Et donc, je faisais plus du tout d'immobilier à ce moment-là. Et par contre, il y a un truc qui me frustrait beaucoup par rapport à mon travail, c'est que... en fait, je n'avais pas le temps de voir ma famille. Je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir.
Et finalement, c'était pas le type de vie que je désirais avoir, quoi, par rapport à la gestion de mon temps. Et du coup, je me suis dit, mais il faut que je trouve un moyen pour faire les choses autrement, pour avoir plus de temps, pour pouvoir faire les choses que je veux différemment, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais bon, l'immobilier c'est pas mal, mais peut-être ça peut peut-être être la solution. Donc j'ai commencé à pousser un peu plus loin l'immobilier, à me former, à rencontrer des gens qui faisaient ça, mais différemment que moi. D'accord. Et des séminaires, du blog, non, même pas. Des networking. Non, c'était plus. Par exemple, je discutais avec les gens qui étaient aux réunions de syndic, parce que tous les ans, dans les copropriétés, il y a des réunions de syndic, et donc je rencontrais d'autres investisseurs qui avaient aussi des studios dans les immeubles où j'avais moi-même mes 3 studios. Et donc je discutais avec ces gens, et puis en fait, au fur et à mesure, je comprenais des trucs. Je voyais qu'il y avait des gens qui faisaient du meublé. Bon, je ne comprenais pas trop pourquoi ils faisaient du meublé à l'époque, mais je me disais pourquoi. Et donc je commençais à discuter. Et après, il y a eu un déclic. En fait, le déclic, c'est à un moment, j'ai discuté avec un investisseur vraiment de beaucoup d'expérience. Et il me dit, mais pourquoi vous ne faites pas de meublé? Pourquoi vous ne faites pas de meublé? Et là, il commence à m'expliquer les avantages du meublé, principalement les avantages fiscaux. Et là, ça a été le déclic. Je me dis, mais purée, mais ouais, c'est évident, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, mon affaire, elle va être beaucoup plus rentable que maintenant. Exactement. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un étudiant qui est sorti, j'ai tout de suite meublé l'appartement et je l'ai loué en meublé. Et là, tu as pu quoi? Donc, tu as pu rehausser le loyer d'une part. Voilà, rehausser le loyer. Donc, déjà, c'est un meilleur standing, un meublé, ça présente bien, quoi, voilà. Et après, surtout, je payais plus d'impôts sur cet appartement. En fait, il me générait. Donc ces réunions du syndic ont été enrichissantes pour la suite de ton projet. Exactement. Parce que ça t'a permis de voir qu'avec l'immobilier, tu pouvais finalement retomber un peu sur tout ce que tu avais mis en place, retomber sur tes pas. Parce que j'ai commencé à arriver, je me suis dit, purée, mais si j'arrive à maintenant, parce que là en fait j'arrivais à générer du bénéfice avec mes appartements, j'étais plus juste en opération blanche, j'étais en bénéfice. Et là je me suis dit, si j'arrive à générer du bénéfice, je peux en acheter d'autres et me créer des revenus supplémentaires. Chaque fois que je vais en acheter un, je vais gagner 100 ou 200 euros tous les mois en plus par rapport à ce que je gagne. Et au bout d'un moment, je pourrais voler de belles propres ailes. Donc pour moi, c'était ça mon rêve, c'était de continuer à en acheter pour pouvoir me détacher. Donc cette logique, là, tu la découvres, tu t'en aperçois au bout de ton 3e investissement locatif. C'est ça, ouais. 3e. Et donc à partir du 3e, là, tu commences après pour les suivants, tu donnes un nouvel élan, une nouvelle forme à tes investissements. Ouais. Alors la suite, raconte-nous la suite, comment tu as opéré la suite, avec quelle nouvelle stratégie, quel nouvel état d'esprit tu as continué d'investir. Alors, j'avais aussi une autre piste, c'était la piste de la location saisonnière. Donc là, je commençais à visiter plusieurs types de biens, pas que des studios. Je visitais aussi des 2 pièces, des 3 pièces, parce que je voulais continuer ma stratégie de studio étudiant. Ouais. Mais je me dis, parce que j'entendais des gens qui faisaient la location saisonnière et je voyais que ça avait aussi ça explosait bien, quoi. Ça permettait d'avoir des... Qui générait beaucoup plus d'argent tous les mois que tes locations. Donc je cherchais aussi ce type de bien, mais en fait, en cherchant ce type de bien, j'ai trouvé plutôt des biens pour les étudiants au final. Donc j'ai continué à acheter des biens pour les étudiants, des studios, des 2 pièces aussi. Alors juste pour parler un peu chiffres, ton budget moyen à peu près, tu mets quoi comme budget moyen quand tu fais ta recherche? Un budget moyen de tes studios, c'est combien dans la ville de Strasbourg? En moyenne, quand j'achète un studio, même encore en ce moment, ça n'a pas trop changé. Quand j'achète un studio, je l'achète en général en dessous de 50 000 euros. D'accord, donc 50 000 euros, c'est ta barrière. C'est ma barrière, parce que je connais les loyers, je sais que à ce prix-là, avec les loyers de Strasbourg, je m'en sors correctement. Au jour d'aujourd'hui, on trouve encore des studios à 50 000 euros à Strasbourg? Oui, alors quand on regarde les annonces sur le Bon Coin, on va voir des studios à 65 000, 70 000, 75 000. Mais si tu sais comment trouver les bonnes affaires, tu en trouves à 45 000, à 43 500, à 42 500, enfin voilà. Donc, voilà. Pour ceux qui désirent, qui connaissent ou non la ville de Strasbourg, mais qui désirent investir ou au moins se renseigner du côté de Strasbourg, voilà, sachez que qu'en cherchant bien, c'est toujours pareil, il faut chercher. Mais on peut trouver des biens à moins de 50 000 euros. Voilà, Eric est là pour nous dire. Et les loyers, ça se loue combien un studio? C'est 300, 400? À peu près 400 euros plus les charges, on va dire dans les 450 euros à peu près. Un meublé. Presque à 12% de rentabilité brute.
Ouais, en général, les biens que j'ai, ouais, c'est autour de 11-12%. J'en ai qui sont le plus haut, c'est 14 pour les studios meublés. Ouais, enfin, de toute façon, moi, c'est en général au-dessus de 10% de rentabilité. On entend donc minimum 10% de rentabilité Mm. pour ceux qui veulent investir du côté de Strasbourg. Voilà, Strasbourg, 10% de rentabilité. Donc n'hésitez vraiment pas à vous renseigner. Il y a plein d'applications. Vous allez sur Se Loger. Je vais encore faire pour se loger, même si j'ai rien à gagner. Voilà, Se Loger pour moi c'est la meilleure des applications pour rechercher, pour planifier des recherches, des alertes et compagnie. Donc voilà, cherchez bien et Eric est là pour vous dire. C'est ça, en fait, n'hésitez pas à mettre en place les alertes automatiques. Ça, c'est super pratique. Donc, il y a tout ce qui est côté internet pour les recherches. Mais après, le truc qui marche bien aussi, c'est soyez potes avec certains agents immobiliers. Parce que, en fait, il y a aussi des personnes qui peuvent vous aider dans votre recherche. Et si vous montrez à ces personnes que vous êtes réactif, que vous allez acheter facilement, et ben, eux, ça les arrange aussi. Ils vont avoir quelqu'un qui vont rapidement réagir et eux ça leur fera moins de travail, bref, enfin tout le monde est gagnant. Donc. Tout à fait, les agences immobilières, c'est ce que je relate dans le livre. Les meilleures annonces, elles seront jamais en vitrine. Exactement. Parce que à partir du moment où un agent immobilier reçoit un bien en vente, il y a toute une tripotée de papiers à faire, des diagnostics, des ceci, des cela, et le temps de faire tout ça, bah, il y a un laps de temps de quelques semaines, de un mois, selon la réactivité du propriétaire, des locataires s'il y en a qui sont en place, des intervenants, des interlocuteurs. Donc généralement, l'agent immobilier a connaissance du bien un mois avant de le mettre en vitrine. Et à partir du moment où il a connaissance, à partir du moment où vous avez démarché, vous, les agences immobilières, que vous vous êtes présenté, moi quand j'ai recherché mon bien à Toulouse, comme j'ai présenté, j'ai fait pendant 2 jours, je suis descendu à Toulouse et pendant 2 jours j'ai fait le tour de toutes les agences immobilières. J'ai démarché plus d'une trentaine d'agences immobilières et à chaque agence immobilière, je leur ai donné comme un CV. Exactement les critères que je voulais et très important, très important, ça il n'y a personne qui le fait, mais personne. Je mettais une photo de moi sur ma recherche. Comme ça, il se rappelle bien. Comme ça, il se rappelait de mon visage et quand je l'ai rappelé au téléphone, eh ben, il savait à quel interlocuteur il parlait. Il se disait ah oui, Goulven, celui qui nous a mis la photo sur son descriptif. Parce que personne ne le fait, donc génial, il se rappelle de vous. Ouais. Et au final, bah, vous serez l'agent immobilier. S'il rentre le produit que vous cherchez, automatiquement il va venir vers vous. Donc ça, c'est une excellente stratégie que j'avais mis en place. Ça, c'est une super bonne idée. Et je peux peut-être rajouter une chose aussi, c'est que, ouais, en fait, s'il se souvient de vous, parce que moi, ma stratégie, elle était d'aller voir plutôt les petites agences. Donc déjà, tu vois, elles ne vont pas voir 10 000 personnes, 10 000 acheteurs. Petites agences et les agents immobiliers qui débutent, donc qui n'ont pas encore un gros portefeuille d'acheteurs. Qui sont très là, motivés. Ils se souviennent de toi, en fait. Ouais. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Tout à fait, mais la photo, ouais, c'est une super idée, en fait. Ah oui, il visualise la personne, il ne vous oublie pas. C'est comme ça. Ouais. Donc là, tu en as à 3, donc voilà, tu as appris une nouvelle chose dans l'immobilier, et là, tu recherches un 4e. Voilà, et donc là, je tombe sur un grand studio. C'est combien de temps après un an après le c'est beaucoup après, parce qu'entre temps, moi j'étais plus dans le boulot, et puis à un moment je me suis réveillé, je me suis dit mais non, ça je veux plus faire, je veux plus être dans un hôtel le soir, la veille 2 jours avant Noël, alors que je veux être dans ma famille. D'accord, ouais. Donc j'étais plus dans le boulot, mais après 3 ans peut-être après, je crois que c'était vers 2008, où là je me suis réveillé, je me suis dit non mais non, faut que je fasse autre chose. Et donc là j'ai 2008-2009, je trouve ce grand studio 35 mètres carrés. Alors, toujours le côté de Strasbourg ? Toujours à Strasbourg. Alors ce qui est bien, c'est que dans les grandes villes comme ça, c'est que vous avez... Strasbourg même à chaque fois. Ouais, Strasbourg même. Mais bon, maintenant j'investis dans d'autres villes, en Alsace. Mais là, à l'époque, c'était toujours Strasbourg. Et ce qui est bien dans les grandes villes comme ça, c'est que vous avez des quartiers qui sont plus ou moins chers. Ouais. Et, mais par contre, vous louez quasiment au même tarif dans tous les quartiers. Et donc là, j'ai trouvé un super bien dans un super immeuble, mais dans un quartier pas super réputé, qui n'avait pas trop la cote. Et je savais, j'avais eu une information, je crois que c'était l'agent immobilier qui m'en avait parlé. Il m'a dit que là, à côté de l'immeuble, ils vont tout réaménager, tout le quartier, et faire un parc avec des jardins. D'accord. Donc tu avais une mine d'or comme information. Ouais, parce que je savais que le truc, ça allait prendre la valeur et que le quartier, il allait monter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc tu as su être réactif, tu as su d'avoir les bonnes informations au bon moment. Voilà. Ouais.
et bingo, quoi. Et du coup, j'ai acheté un super bien pas cher, parce qu'il était dans un quartier qui n'était pas spécialement réputé, mais en plus qui était à la limite avec un autre quartier qui est le quartier historique de Strasbourg. Donc, Il était vraiment limitrophe par rapport ouais, au quartier, quoi. voilà, mais il était encore dans le quartier qui est pas Ouais. cher, mais en Mais fait, le fait qu'il y ait cette plus-value par rapport, enfin c'est cette plus-value Réaménagement. du réaménagement du parc, de tout ça. voilà. Et en plus, l'avantage de cet appartement, parce que comme je voulais aussi faire du meublé, je me suis dit, il est pas loin du quartier historique. Et non, je voulais faire du saisonnier. Et comme il est pas loin du quartier historique, je me suis dit, bah, peut-être je pourrais faire du saisonnier avec. Parce que ça peut attirer beaucoup plus de monde. Voilà, comme il est à pied, ils peuvent aller à la Petite France, qui est un des quartiers. Et au final, tu en as fait quoi de ce changement? Alors au final, je suis un peu frileux, tu vois, enfin méfiant comme ça, et j'ai pas osé le louer en saisonnier tout de suite. Peur Ouais. du roulement des locataires, Peur du d'un truc, travail. voilà, du travail, d'un truc que je connaissais pas, que je maîtrisais pas. Ouais. Je m'étais Toi, tu maîtrisais le meublé, le non meublé, mais, Voilà. mais le saisonnier c'était nouveau et Ouais. tu n'avais pas encore ta repère dans tout ça. Exactement. Du coup, bah, je l'ai loué à une étudiante. Alors c'était marrant parce que l'étudiante, elle est venue avec ses parents, elle est venue au mois de mai, Ouais. alors que la rentrée était en septembre, pour elle le 15 septembre. Donc c'était une étudiante qui venait du Luxembourg. Donc au Luxembourg, bon, ils ont des bons revenus, hein, c'est connu. Ouais, oui. Et donc je me souviens que c'est juste pour vous dire que en fait les personnes, quand elles veulent vraiment un bon appartement pour leurs enfants qui font des études, elles viennent très très tôt et elles le réservent quitte à payer tous les mois d'été. Ça c'est un truc, et c'est ce que ces personnes ont fait. Elles m'ont réservé le bien pour la rentrée de septembre, mais en payant en juin, juillet et août. D'accord. Et en plus, il m'a même dit garder la monnaie parce qu'il pouvait plus. Je sais plus il y avait une histoire. Il s'était trompé avec le chèque et j'avais pas de monnaie. Il m'a dit non, mais gardez les 20 euros, c'est bon. Ouais, donc il voulait vraiment être le premier sur le marché, être les premiers à se positionner. Peur que arrivé juillet, août, il y ait trop de changements et qu'il n'y ait plus de studios disponibles. Voilà, c'est ça. Donc il savait qu'au mois de mai, en venant voir le tien, il savait qu'il pouvait l'avoir dès maintenant. Voilà. Et bon, c'est vrai que ça demande un coût financier supplémentaire. Après, c'est sûr que la priorité, quand on est parent, c'est les études de ses enfants. Et bon, parfois, ça n'a pas de prix. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un peu ça ma stratégie, c'est de proposer des biens qui sont au-dessus du lot de ce qui se fait classiquement dans la location étudiante. Et donc, quand les gens viennent visiter mes appartements, souvent la réaction c'est « Waouh, purée, on a visité 10 appartements, mais c'était quasiment des taudis. Là, c'est le premier appartement qui est vraiment, vraiment bien, on le veut. » quoi. Et c'est ça la réaction. Et en fait, donc, comment je fais pour me démarquer? Soit je prends des biens qui sont un peu plus grands que les 20 mètres carrés classiques. Ouais. Donc j'ai beaucoup de 25 mètres carrés, là c'était un 35 mètres carrés en l'occurrence. Et après, bien sûr, je les meuble. Et voilà, je fais. Sympa. Petite déco, avec bien toutes sûr. les émissions maintenant qu'il y a la télévision, le homestaging. Tout le monde s'est décoré un appartement maintenant. Il y a de plus en plus de magasins de meubles de déco qui poussent dans la nature. Donc maintenant, c'est avec la décoration, tout le monde sait faire. Quoi, maintenant, Tout à fait. Tout à fait. Ouais, donc voilà, que ça soit bien présenté, la peinture, etc. Mais ça coûte pas trop cher de faire ça, mais par contre, ce que vous retirez par rapport au loyer que vous pouvez demander en plus, vous l'avez très très vite récupéré. Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, donc là, donc quatrième, donc là tu te projettes encore sur d'autres appartements, sur d'autres investissements. Voilà, donc je continue à en acheter. Alors pour en revenir par rapport au début, donc tu nous parlais, tu avais acheté ton premier bien, c'était plus voilà, pour une future retraite, pour un complément de revenu pour ta retraite. Et là maintenant, ta résidence principale, un investissement, 2 investissements, 3 investissements, 4 investissements. Là, tu as ton 5e investissement, 6e appartement. Qu'est-ce qui te pousse maintenant à vouloir continuer d'investir? En fait, après, c'est un peu, j'allais pas dire une drogue, mais c'est un peu, quand tu vois que ça marche, tu as envie de continuer, quoi. Tu te dis que ça marche, tous les jours, allez, je continue à chercher, et puis là, tout d'un coup, tu tombes sur un bien, tu as le déclic, tu sais, ça y est, je sais que celui-là, c'est une bonne affaire, allez, je le prends. Et ton banquier, il suit toujours? T'as pas de problème, tu vas le consulter de temps en temps pour lui faire part de tes projets. Bon, c'est le directeur d'une petite agence, dans une petite ville à côté de Strasbourg. Ça fait longtemps que je le connais, il me connaît bien, voilà.
Donc je continue à investir, et puis ce que je m'étais dit à l'époque, c'était, je m'étais dit quand je vais arriver, quand je vais dépasser les 2000 euros de revenus nets générés par l'immobilier, et ben je penserai à quitter mon emploi pour pouvoir gérer mon temps à ma manière. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé, ça s'est arrivé en début 2015, fin 2014, début 2015. Donc là, tu soldes, t'as soldé quoi, 3 prêts? En fait, j'avais 2 prêts qui étaient soldés. Et en fait, l'appartement là dont je te parlais, le 35 mètres carrés, entre-temps, je l'ai mis en location saisonnière. Ouais, j'ai aussi fait des expériences de location saisonnière avec plusieurs appartes. Et Pour finalement, voir si ça te rapportait plus ou pas. voilà, alors avec plus ou moins heureux, il y en a un où j'ai essayé sur un studio, finalement ça me rapportait un petit peu beaucoup, un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. Et ça te générait beaucoup plus de travail. Voilà, donc j'ai dit non, j'arrête ça. Et puis finalement, là, je l'ai fait sur ce bien-là qui est près du quartier historique. Ouais. Et là, ça vaut le coup. Et du coup, j'ai tout sous-traité pour la location. J'ai une agence qui s'occupe de tout. Et, Donc, tu louais combien ce bien-là au tout début en alors, meublé? En meublé, je louais 520 euros, charges comprises. Et tu as généré combien de loyer après en changeant de statut, en le louant en saisonnier? Alors ça dépend des mois, hein, mais c'est bien sûr, si tu es au mois de Noël à Strasbourg, c'est là que tu génères Ouais. le plus. Mais il faudrait dire, dans les mois creux, ça génère à peu près 700 euros. Donc c'est quand même plus que les 520 euros initiaux. Ouais, presque 200 euros en plus. Voilà, et puis au mois de Noël, ça peut monter jusqu'à 1300, sachant qu'il est loué plus cher que ça, hein, parce qu'il y a la partie que je paye aux personnes qui gèrent tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, En ça cash va. flow, tu dégages en moyenne sur une année 300-400 euros en plus. Que le meublé, non, quand même plus que. Beaucoup plus. Ouais, entre 200 et 700 euros en plus par mois. Oui, donc Entre c'est 200 et 700 euros. donc une belle opération, Ouais. enfin, d'avoir changé de statut, d'avoir orienté ta location Enfin, sur non. du saisonnier. En fait, je dis entre 200, non, parce que j'ai encore. Ouais, je calcule pas, parce que en fait, j'ai aussi j'ai mis en place le Bifi, des trucs comme ça en plus. Il y a des charges en plus, donc je D'accord. dirais que c'est plutôt entre 150 et 650 euros de plus qu'en meublé. Mais bon, voilà. Ouais, enfin, t'es gagnant. Hein. Par rapport au travail que ça te demande en plus, voilà, tu restes quand même gagnant. Donc là, tu as ton 5e bien. Donc 5e bien, donc tu veux continuer d'emprunter. Alors un truc que tu nous as dit aussi en début, quand tu t'es présenté, t'es père de famille, tu as 3 enfants aussi. Mhm. Est-ce que tes investissements, c'est une question qui peut intéresser les internautes, est-ce que par rapport à ta famille, par rapport à ta femme, tes enfants, est-ce que tu n'as jamais eu de blocage par rapport à ça? De gérer une famille, on sait que gérer une famille ça demande énormément de temps, Mhm. gérer ton travail, l'immobilier, même si entre temps ton travail tu l'as arrêté, Mhm. mais par rapport à ta famille, ça n'a pas été compliqué de continuer d'investir? Bah, en fait, Ta femme t'a suivi facilement, comme t'as mon pas eu peur fils par aîné- rapport à tes enfants? Quand mon fils est né, là, à ce moment-là, j'achetais pas de biens. Et en fait, il y a des périodes, par exemple, quand tu as un bébé, tu es plus focalisé sur le bébé. Ouais. Mais après, tu as de nouveau du temps, donc tu peux reprendre. Donc en fait, ça a été par période. Tu vois, il y a des périodes où j'étais plus focalisé vraiment les tâches familiales. Ouais. Et puis après, il y a des moments où tu as de nouveau du temps, tu peux reprendre. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que après, ça fait boule de neige sur ton entourage. Tu vois, quand les gens ils voient que ce que tu fais, ça fonctionne. Ouais. Alors tes amis, tes collègues et même ta femme, enfin ma femme elle s'est aussi mise à acheter elle a acheté son studio là, d'ailleurs elle fait mieux que moi. Hein. Bon voilà, je lui ai donné 2-3 tuyaux mais Tu lui as donné le virus. ouais, je lui ai donné le virus et elle fait, moi j'ai été étonné, son dernier achat elle a fait une super affaire quoi. Et du coup ouais, voilà, elle aussi elle s'est pris au jeu, donc elle comprend le truc et quand elle me voit visiter, elle trouve ça normal et finalement ça prend pas. Alors ouais, c'est vrai que quand on travaille, ça prend du temps quand même, parce que je me souviens, alors ça dépend comment on s'organise, mais moi je me souviens que quand je travaillais, je faisais des visites entre midi et 2, je faisais des visites le soir, c'est vrai qu'il faut quand même être actif, quoi. Tu peux pas te permettre de faire une visite toutes les 2 semaines, non, il faut quand même faire au moins, enfin je sais, ça dépend, mais il faut quand même faire il faut être actif, effectivement, mais bon, après tu gères ça, hein, c'est une question de... Ouais, bien sûr, non, tout à ce que fait. t'as envie de Tout à fait. faire. Donc ouais, pas de problème de ce côté-là. Donc après, donc, tu rachètes combien de biens dans la foulée? Donc 5, 6 Écoute, là, grosso modo, tu t'arrêtes à quel nombre de biens? Quand j'étais à 2000, j'en avais 9. J'en avais 9, ouais, c'est ça.
Et donc là, je me suis dit, bon, bah, maintenant j'ai dépassé les 2000 de revenus nets, donc je peux commencer à envisager de quitter mon emploi. Donc Mais t'avais 9 biens, et sur les 9 biens, t'en avais 2 ou 3 qui étaient. Non, t'en avais combien qui étaient soldés? là, j'en avais 2 de soldés. 2 de soldés sur Ouais. les 9 en tout. C'est ça, ouais. Donc là, voilà, tu dis ça te rapporte assez, ça te rapporte ton objectif, c'était 2000 € par mois. Ouais. T'en as 9 à côté, tu sais que sur les 7 autres, t'en as qui vont se solder dans la foulée aussi peut-être? Non, pas encore, non. Pas encore, non? Les autres, ils génèrent entre 100 et 200 euros de cash flow De cash flow, positif. d'accord, Ouais. donc c'est donc un revenu intéressant supplémentaire. Tout à fait, ouais. Et en fait, là, je me suis dit, bon, j'ai envie de quitter mon emploi, mais j'avais peur d'un truc, c'est que quand je quitte mon emploi, que je puisse plus emprunter. Oui, oui. Je me suis dit, Plus fiche de salaire. plus de fiches de salaire, plus de CDI, mince, peut-être mon banquier, il va me fermer les vannes, quoi. Et t'en as discuté avec lui? Non, en fait, je voulais un peu... Je voulais pas trop en parler, en fait, ce que je me suis dit, bon, ok, maintenant je peux envisager de partir, mais allez, je vais encore en acheter 2 ou 3, tant que je suis salarié, comme ça, allez, j'ai encore un petit peu plus de réserve, et là, je pourrais me dire, c'est bon. Du coup, T'auras largement atteint ton objectif et. donc ça, c'était en 2015, donc l'année dernière, j'ai dit, j'en achète encore 2 ou 3, et finalement, j'en ai acheté 3. Et, Toujours du côté de Strasbourg. ouais, Strasbourg. Alors, maintenant, j'investis plus aux alentours de Strasbourg, parce que, en fait, c'est moins cher, Ouais. mais c'est pareil, on le loue quasiment au même prix. Donc une meilleure rentabilité. Et c'est aussi vachement étudiant, enfin, il y a aussi des campus aux alentours. D'accord. Comme dit, vous n'êtes pas obligé d'investir au centre-ville ou sur les campus. Il faut savoir qu'avec les transports en commun, il y a beaucoup de personnes même qui préfèrent se loger un petit peu au vert ou dans des quartiers où il y a moins d'animation Il y ou a au plus de calme. verdure, plus de calme. Il y a tous les caractères chez les locataires et du coup moi je préfère investir un peu à l'extérieur et on peut acheter. Ouais, diversifier ta zone Voilà. géographique, l'hypercentre, un peu à la campagne, un peu. Tout à fait. Voilà. Du coup, j'en achète encore 3. Je dis à mon entreprise, voilà, je vais partir. Donc voilà, on fait ça en bon terme, hein, voilà. Et donc le 15 décembre, c'était mon dernier jour de travail, c'était le lendemain de mon anniversaire. Et du coup, voilà, bon, je me dis, ok, ça y est, maintenant j'ai un revenu, j'ai du temps, je peux m'occuper plus de ma famille, je peux profiter, partir plus en voyage. Donc voilà, l'objectif était atteint. Ouais, c'est un rêve, c'est un rêve qui se T'es réalise. devenu indépendant. En combien de temps? Écoute, le moment où je me suis dit que j'allais le faire, c'était 2009. Ouais, donc ça a quand même mis 5 ans à peu près. Ouais. Et tu avais commencé l'immobilier en 2003. 2003. Et disons, en 2003, comme je t'avais dit, c'était plus pour, je pensais à la retraite. Oui, bien sûr, bien sûr. C'était pas du tout le même objectif, mais vraiment le moment où je me suis dit, maintenant, mon objectif, c'est de... Et voilà, enfin, grâce à l'immobilier, en moins de 10 ans, tu es devenu indépendant financièrement, tu as pu quitter ton travail, donc réaliser un rêve que beaucoup de personnes voudraient réaliser. Bon, tu t'en es donné les moyens, tu as fait ce qu'il fallait pour. Et aujourd'hui, t'en tires quoi de tout ça? C'est donc beaucoup de fierté. Ton travail maintenant, ça fait un peu plus d'un an que tu l'as quitté. Pas encore tout à fait un an, mais presque un an. Ouais. Donc, tu vas avoir à peu près un an pour faire le point. Pour faire le point. C'est cette première année, pas de regrets. Non, je suis vraiment content en fait. Je suis vraiment content, ça me donne clairement une meilleure qualité de vie. Parce que je peux gérer le temps à ma manière. En fait, je peux décider de faire si je veux partir en week-end, si je veux faire... si tu veux venir à Toulouse faire un interview. Exactement, voilà, là je suis à Toulouse aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de demander l'autorisation pour mes congés, sachant que souvent dans les sociétés, les congés c'est qu'à une certaine période et pas une autre. Si je veux faire du sport, je peux faire du sport. Si... T'es libre. Ouais, alors je suis quand même bien occupé, hein, je fais plein de trucs, mais je fais des choses que j'ai vraiment envie de faire. C'est super, que voilà, il s'est jeté à l'eau. Une autre option, il a décidé de quitter son travail. Si ça n'avait pas marché, si ça n'avait pas fonctionné, voilà, après, rien ne t'empêche de retrouver un travail, tout simplement. Tu te jettes à l'eau, tu décides de prendre tes responsabilités, tu analyses un peu ta situation financière, ta comptabilité, tu dis, bon, voilà, devenir indépendant, c'est faisable, c'est réalisable. T'oses le faire, déjà bravo. Après, si tu vois qu'au bout de quelques mois, non, ça devient compliqué, ceci, cela,
retrouver un travail. Voilà, on se remet à chercher un autre travail et il n'y a rien de plus simple, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Bon, en fait, on est beaucoup plus libre qu'on ne le croit, hein. Enfin, Oui, oui, non, tout à fait. c'est nous, les rênes de notre vie, ils sont dans nos mains, donc ça faut pas l'oublier. On n'est pas obligé de faire comme quelqu'un d'autre l'a écrit. C'est toi qui écris ton destin en fait, et ça faut surtout pas l'oublier. Tout à fait. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, donc ton banquier, il est au courant, donc t'as arrêté de travailler maintenant ou pas? Alors, en fait, mon banquier principal, il n'est pas encore au courant. Bah, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est parce que ce qui s'est passé, c'est que bon, vous savez qu'aujourd'hui les taux sont super bas, les taux de crédit sont très bas. Du coup, bon, j'avais plusieurs crédits dans ma banque là, principale, et je me suis dit, je vais négocier pour baisser les taux de crédit. Donc ma banque principale a dit non, nous on ne peut pas faire ça. Bon, ok. Donc je suis allé voir une autre banque qui, elle, m'a dit, bah oui, c'est tout à fait possible, on peut réacheter vos crédits. Mais ils t'ont demandé de refaire un dossier complet. Alors ils m'ont demandé certaines garanties, ils m'ont demandé, en fait, ils m'ont demandé de rapatrier un petit peu de cash chez eux. Ouais. Donc bon, ça j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et ouais, on a refait un dossier. Donc là, par contre, je leur ai dit ma situation précise. Ouais. Voilà, j'ai quitté mon emploi, j'ai des appartements qui me rapportent tant et tant. Et donc ils se sont dit ouais, il n'y a pas de souci, on vous rachète vos crédits. Et moi, en fait, je suis allé voir plusieurs banques pour ça, hein. Donc j'avais 2 banques qui m'ont dit ok, on vous rachète vos crédits. Et après, je me suis dit mais je vais quand même leur poser la question, maintenant que j'ai 2 banques qui sont d'accord, je vais leur poser la question, écoutez, moi je suis d'accord de venir chez vous, parce que bon, ils sont contents d'avoir un nouveau client, Ouais. mais moi ce que j'ai envie de continuer à faire, c'est de continuer à investir, à acheter des appartements. Est-ce que vous me suivez? Et puis la banquière m'a dit, bah, écoutez, bien sûr, il n'y a pas de souci, on vous suit, vous avez des revenus immobiliers, certes. Vous avez prouvé avec les années précédentes, avec tous vos investissements, que ça marchait, que vous étiez sérieux. Ouais. Et du coup, bah, c'est bon en fait, la preuve c'est que là j'ai encore acheté 2 appartements. D'accord. Avec cette nouvelle banque. Toujours du studio, toujours, Ouais, toujours du studio. Ouais. Et avec cette nouvelle banque, donc ils ont tenu leur parole. Donc, Et là je suis trop content en fait. Là en fait je suis trop content parce que c'était ma crainte, quoi, parce que j'aime quand même faire ça. donc tu as arrêté ton travail, ta crainte c'était t'as plus de fiche de salaire, tu savais pas si tu pouvais aller réinvestir. Et cette nouvelle banque t'a donné un nouvel élan. Déjà d'une part en rachetant tes prêts immobiliers, donc tu as dû gagner quelques mois, peut-être quelques années de remboursement. Ouais, quand même pas mal, ça faisait Et en pratiquement 20 000 euros de moins à payer. c'est pas négligeable, ces 20 000 euros, vaut mieux les avoir dans sa poche que chez le banquier, qu'elle est remboursée. Et donc là, tu as racheté dernièrement cette année? Cette année, ouais, là, le dernier que j'ai acheté, je l'ai mis en location le mois dernier. Voilà. Aussi, donc grosso modo, depuis tes débuts, tu as acheté un bien quoi? Un bien tous les 2 ans? Un bien... Écoute, ça fait 2003, ouais. Non, j'en ai 13, donc ça fait 13, ouais, 13 ans, donc c'est un bien tous les ans. Un bien tous les ans, voilà. Mais sachant que les dernières années, j'en ai acheté 4 par an. Oui, après, les dernières années aussi, bon, tu avais l'expérience qui était là, tu avais la confiance qui était là, tu avais, je pense, peut-être aussi une meilleure assise financière, une meilleure assise intellectuelle par rapport au monde et au domaine de l'immobilier. C'est pour ça que ça fait un peu boule de neige, que ça a été un peu plus vite. C'est ça. Non, en tout cas, témoignage très intéressant. Ouais, une question que je pourrais te reposer, c'est t'en tires quoi? La conclusion de tout ça, t'en es content? Ce sera à refaire, tu le referais différemment? Quel message tu pourrais faire passer aux internautes par rapport à ton expérience de 13 ans d'investissement, de 13 ans dans l'investissement immobilier? Tu conseillerais quoi aux internautes? Bah, écoute, mon message il est clair. Il est clair, c'est si vous voulez faire la même chose, ben faites-le. Enfin, ne tournez pas autour du pot. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc mettez les moyens pour le faire. Ça veut dire quoi mettre les moyens? Ça veut dire vous renseigner un petit peu, savoir comment ça fonctionne, et puis passer à l'action, commencer à être actif, chercher des biens. Surtout le plus important c'est de faire des visites, Même en faisant des visites, vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez savoir ce qu'il faut regarder, la première visite, vous n'allez pas tout voir, c'est normal. La deuxième visite, vous n'allez pas tout voir. Et quand vous allez en faire 5, 10, vous allez apprendre plein de choses. Vous allez discuter avec l'agent, vous allez voir, l'agent, lui, il voit les choses comme ça, et vous allez faire des rencontres. Donc faites des visites, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner si vous voulez débuter. Les visites, je t'interromps, les visites c'est tout simplement une scène de théâtre. Ouais. C'est une scène de théâtre, et vous vous apercevrez qu'à force de faire des visites, cette scène de théâtre, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Donc, voilà. Et
Et pour répondre à ta question tout à l'heure, pour savoir ce que j'en retire comme satisfaction, mais en fait, depuis que j'ai fait ça, bon, il y a des gens qui, dans mon entourage, comme je disais tout à l'heure, qui ont vu ce que je faisais, qui m'ont posé des questions. Alors il y a des gens, ils sont complètement hermétiques, mais d'autres, ils s'intéressent au sujet. Et donc, moi, j'aime bien leur donner des tuyaux, des astuces. Et de fil en aiguille, il y a des gens qui passent vraiment à l'action. Et moi, ça me fait super plaisir quand je vois quelqu'un de mon entourage qui achète son premier bain, son deuxième, son quatrième. Ils ont envie de faire du Eric. Voilà. Et quand je vois que ça marche, je suis super content parce que quelque part, ça les libère aussi. Et, tu les as fait réfléchir, tu leur as donné à réfléchir, et en plus de leur donner à réfléchir, ils sont passés à l'action. Ils sont inspirés de ton parcours, donc très bien. Voilà. Et je peux te donner un exemple, par exemple, j'ai une amie qui habite Dijon, elle connaissait rien à l'immobilier. Et tout d'un coup, elle s'y intéressait, mais vraiment à fond. Et donc, elle s'y est mise, et en l'espace de 6 mois, elle a acheté 3 appartements et une maison. Qu'elle a mis en location en 6 mois. Ouais. Donc tu vois, en fait, moi, quand je vois ça, et puis bon, je lui ai donné des conseils, mais j'étais super content quand je me suis dit, waouh, purée, tu vas vite pour commencer, mais voilà, mais ça s'est bien passé. Tu fais mieux que moi. Ouais, voilà, et puis en fait, les gens à qui tu parles, souvent ils font mieux que toi. Parce que ce qui est bien dans l'immobilier, c'est que chacun ramène sa petite note personnelle, tu vois. Moi, son expérience, c'est vrai que dans l'immobilier, il y a tellement de chemins à prendre, il y a des centaines de chemins. Et c'est vrai qu'on ne prend pas tous le même chemin, on n'est pas tous confrontés à la même problématique dans l'investissement immobilier. Donc chacun va en retirer une expérience différente. Et après, en partageant, on apprend de chacun, on prend de chacun, et c'est comme ça qu'on progresse dans l'immobilier. Exactement. Et alors moi je peux donner des astuces aux gens, mais les gens en retour ils me donnent aussi beaucoup d'idées et d'astuces. C'est comme toi tout à l'heure, tu as parlé de la photo. Oui. La photo que tu donnes aux agents immobiliers, moi j'y avais pas pensé. Et là, pour tes prochaines recherches d'investissement, en dehors des sites internet, quand tu iras démarcher des agences immobilières, pense à mettre une petite photo, voilà ton petit Facebook, et on se rappellera beaucoup plus facilement de toi. Super. Et moi je me rappellerai de toi alors. Eric, par rapport à cet échange, j'étais content de te rencontrer, content d'apprendre de tes astuces, de ton état d'esprit, de ta philosophie de vie par rapport à l'investissement immobilier, content d'avoir côtoyé quelqu'un qui s'est jeté à l'eau, qui a investi. Et à mon tour, j'ai envie de t'offrir mon livre. Alors je sais que tu l'as déjà lu. Tu l'offriras à des proches, à de la famille, ou tu le fais gagner à ton blog, voilà, t'en fais bon usage, t'en fais ce que tu veux. Mais voilà, tu permettras à quelqu'un d'apprendre ma philosophie de vie, mon état d'esprit, un livre où il y a pas mal d'astuces. Écoute, je le donnerai à une personne qui veut investir dans l'immobilier parce que je trouve que c'est un excellent livre pour débuter, ça donne plein d'idées. Et surtout, rien pour la partie financement en fait. Dans ce livre, pour la partie financement, il y a des astuces. Alors, tu fais pas du tout comme moi j'ai fait, mais il y a des choses à apprendre au niveau financement. Rien que pour cette partie, je vous conseille de lire le livre de Goulwen. Voilà. Merci Eric, bon retour et à bientôt. Et merci aux champions du monde d'ultra triathlon, c'est ça. Okay. Merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager l'expérience d'Eric autour de vous, donc à partager cette vidéo pour que d'autres puissent s'en inspirer, pour que d'autres puissent investir à leur tour. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à regarder les autres vidéos, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews. Bye bye.